Bien, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux et de vous intéresser à un sujet qui n'est pas forcément dans le cœur de notre club, qui est le Retail Consumer and Luxury Goods Club de l'INSEAD. Moi je suis particulièrement touché par la présence de ces grands professionnels du métier qui sont tous venus et qui me font le plaisir de leur présence. On va essayer de vous donner un petit panorama de la gastronomie française. Alors voilà, moi j'ai des questions, que j'avais mis d'ailleurs un petit peu dans l'annonce de l'événement. On peut commencer avec ces questions, ou je peux ouvrir les débats et vous laisser un petit peu intervenir et nous poser un petit peu des questions sur la gastronomie française. C'est un petit peu comme vous le sentez. Bonjour, j'aimerais bien avoir une définition de la gastronomie française. La gastronomie de manière générale. Jean-Robert, peut-être le mot gastronomie, d'abord, est un mot inventé en 1801 par un poète qui s'appelait Berchoux, qui a écrit un poème qui s'appelle La gastronomie, et qui est la remise à l'honneur d'un vieux mot grec qui veut dire la législation de l'estomac. Ce qui n'est pas très poétique a priori, mais dit en grec, c'est plus poétique. Et surtout, donc, ça désigne le moment, ça se passe en 1801, l'apparition de ce poème, où l'art de bien manger est vraiment établi en France comme un élément majeur de la culture. Cette idée-là, elle remonte en fait à Louis XIV. Et Louis XIV qui veut, dans tous les domaines de l'expression artistique, peinture, musique, sculpture, architecture, etc., art des jardins, fontaines, tout ce que vous voulez, qui veut affirmer la prééminence parisienne sur la France et la prééminence française en Europe. Et donc il utilise l'art, en particulier l'art culinaire, parce qu'il se trouve que Louis XIV aussi s'intéresse beaucoup à ce qu'il a dans son assiette, et que paraissent beaucoup de livres de cuisine dans la première partie de son règne avec privilège royal. Et c'est le moment où, alors ça ne s'appelle pas gastronomie, ça s'appelle la bonne chère, la friandise, comme on veut, mais en tout cas donc l'art de bien manger commence vraiment à se distinguer du reste de l'Europe, à Paris et en France, à la fin du XVIIe siècle, et sous Napoléon, c'est complètement établi que c'est en France qu'on mange le mieux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, cette idée est établie au point que tous les chefs d'État, tous les princes, tous ceux qui comptent en Europe ont, à partir de la fin du XVIIIe, des chefs français. Et que les chefs français continuent à s'exporter remarquablement bien dans le monde et qu'on leur ferait des bons d'or s'ils voulaient quitter notre pays, ou que certains acceptent de le faire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la gastronomie? C'est tout simplement l'art de bien manger. C'est pas seulement l'art de bien manger dans les grandes maisons parisiennes, c'est aussi se faire correctement un bon œuf à la coque bien cuit avec une bonne mouillette de pain bien choisi, bien grillé, du très bon beurre, du très bon sel et un petit coup de moulin à poivre. Ça, c'est de la gastronomie pour moi. Faire le mieux possible un produit, enfin cuisiner le mieux possible un produit simple, c'est de la gastronomie. Et je pense que si on a voulu faire reconnaître par l'UNESCO que le repas gastronomique des Français, alors celui-ci c'est le repas qui va de l'apéritif au digestif en passant par les amuse-bouches, les entrées, les poissons, les viandes en sauce, les viandes rôties, les fromages, les desserts avec des mariages habiles entre les mets et les vins. Si on a voulu faire reconnaître ça par l'UNESCO comme étant un rituel majeur de la culture française, c'est parce que les Français se laissent aller, que les Français mangent un peu n'importe comment, beaucoup d'entre eux ne font pas assez attention, qu'ils aient les moyens ou qu'ils n'aient pas les moyens, qu'ils achètent beaucoup de produits tout faits, que beaucoup de restaurateurs, vous savez bien, font n'importe quoi, c'est-à-dire font de l'assemblage de produits qui sont sans aucun intérêt ni gastronomique, enfin ni gustatif, ni hygiénique, donc tout ça est catastrophique, et faire reconnaître le repas complet gastronomique comme étant un élément de la culture, nous avons espéré que ce serait un moyen de donner un petit électrochoc aux Français et de les inviter à faire attention à ce qu'ils mangent tous les jours, à faire la cuisine pour leurs enfants quand ils en ont, à ne pas laisser le frigo ouvert de 17h à 20h pour que chacun se nourrisse comme il en a envie. Voilà, c'est tout ça que nous avons voulu essayer de faire. Guillaume, peut-être que c'est vrai que les cuisiniers de la République sont des ambassadeurs pour la France. Quand on parle de gastronomie française, c'est un petit peu exprès que justement le titre, c'est la gastronomie française. Est-ce que vous confirmez que ce rôle d'ambassadeur, est-ce que vous avez toujours l'impression que la France a cette place qu'on lui accorde?
Donc un petit mot sur l'association Les Cuisines de la République rassemble en fait les cuisiniers et les pâtissiers qui travaillent pour la République française partout dans le monde, donc pas seulement dans nos institutions ici à Paris, mais également en région, dans les préfectures, les sous-préfectures, et à l'étranger, dans les ambassades et les représentations françaises à l'étranger. Donc c'est vrai que malheureusement, ce qui était vrai sous Louis XIV l'est moins sous la Ve République. Pour des questions de budget, il y a de moins en moins de chefs de cuisine, même dans nos propres représentations, parce que souvent on fait appel à ce qu'on appelle des contrats locaux, pour que ce soit à moindre coût. Ce qui est peut-être amené à changer, parce qu'on a eu récemment une réunion du ministère des Affaires étrangères, et on se rend compte que nos hôtes en France, à l'étranger, quand ils sont reçus dans les ambassades de France, la gastronomie étant quand même ce qu'elle est, la gastronomie française, avec la notoriété qu'elle est, les gens, quand ils sont reçus à l'ambassade de France, s'attendent à bien manger. Et malheureusement, je peux le dire étant président de cette association, il y a des ambassades de France où aujourd'hui la gastronomie passe en second, si ce n'est même plus loin, au niveau des plans de la diplomatie. Et c'est amené à changer parce que même le ministre des Affaires étrangères en déplacement se rencontre, les chefs d'entreprise quand ils se déplacent aussi à l'étranger, qui sont reçus à l'ambassade de France, se disent c'est pas normal, c'est quand même le fer de lance et de notre industrie, c'est-à-dire que le cuisinier n'est que le chef d'orchestre et n'est là que pour représenter également la France, mais avec les produits français, avec le savoir-vivre, Catherine Dumas nous en parlera, tout ce service à la française est important, et aujourd'hui, bien sûr que les chefs français à l'étranger sont aussi appelés à être les ambassadeurs de ce savoir-vivre à la française. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est en train un petit peu d'unifier la cuisine à travers le monde, de l'ensemble de nos représentations diplomatiques. Et la société s'unifie, donc à partir du moment où les gens veulent consommer du mondial partout où ils se trouvent, la gastronomie, l'industrie hôtelière est obligée de s'y mettre aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui un palace qui ne vous fait pas un hamburger, qui ne vous fait pas des sushis ou des sashimi. C'est comme ça, et dans le monde entier. C'est parce qu'il suffirait que les gens ne le veuillent pas pour pas qu'on le trouve. À partir du moment où les gens sont en Italie, veulent manger italien, sont en France, veulent manger français, les palaces et les restaurants français n'iraient pas vers cette world food à partir du moment où les gens veulent consommer ça. Oui, moi je crois que ce qui a aussi d'important, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Vous parliez des ambassades, Guillaume, mais c'est vrai qu'on nous a rapporté des mauvais vins servis, etc. Ces dernières années, il y a eu pas mal de problèmes. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience que la gastronomie est un secteur d'abord économique très important pour notre pays, que c'est l'emblème de notre pays, que c'est d'abord avant tout, et ça Jean-Robert l'a dit en remontant historiquement dans le temps, c'est le patrimoine de la France, la gastronomie. Et je crois qu'on avait perdu de ça tout ça à de vue, et que quelque part l'inscription UNESCO a été un déclic. On a reparlé de ce sujet, on a travaillé sur ce sujet, on a échangé, et quelque part à partir de ce déclic, ayant obtenu la mission PIT, il y a beaucoup travaillé, cette inscription UNESCO a fait qu'il y a une prise de conscience et qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas un acquis, loin de là, mais qu'il faut beaucoup travailler pour pouvoir conserver cet acquis et même, je dirais, l'enrichir. Et vous avez raison, s'adapter, parce qu'en fait, la gastronomie évolue quand même énormément. Pourquoi ? Parce que les attentes évoluent, etc., etc. Donc je pense que c'est cette prise de conscience. Moi, dans le club parlementaire que je préside, c'est ce que j'essaye de faire. Je suis une femme politique, mais j'essaye de faire quoi ? Qu'il y ait un message qui passe chez les acteurs politiques, auprès d'eux, tous, depuis l'élu local qui est près du terroir, le maire, le conseiller général, jusqu'aux parlementaires qui font la loi, et c'est très important par rapport à la table, parce qu'aujourd'hui on est confronté quand même parfois à une législation européenne qui ne prend pas forcément en compte, je dirais, ce qui concerne la France. Et donc il y a un vrai travail à faire auprès des élus, et moi c'est ce que j'essaye de faire avec ce club, c'est de faire passer des messages, de faire qu'ils se préoccupent de ces sujets, et de faire aussi qu'ils soient réactifs quand c'est nécessaire. Est-ce que je peux juste passer la parole à Didier pour qu'il nous donne un petit peu le point de vue des syndicats, du syndicat professionnel? Je crois qu'aujourd'hui, crise oblige, et puisque la France veut chercher des relais de croissance, enfin, nos hommes politiques prennent conscience que le tourisme, Oui. sa globalité, c'est une formidable économie, qu'un touriste, c'est pas quelqu'un qu'on attend pour le tondre, c'est quelqu'un dont on doit s'occuper, que le mot touriste mérite autre chose que cette connotation un peu péjorative, vous savez, quand on dit, il est venu en touriste. Non. Le tourisme, c'est 7% du PIB. C'est quelque chose.
c'est plus de 300 Airbus par an. Alors, quand on voit, je dirais, tout ce qui est déployé pour aller vendre quelques Airbus à l'étranger, et que nous, je dirais, on en vend quasiment 300 par an, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Je crois qu'enfin, et tout à l'heure Guillaume le disait, c'est vrai, même le ministre des Affaires étrangères se rend compte que, eh ben oui, nos ambassadeurs doivent aussi être des ambassadeurs de ces métiers, et notamment, bien entendu, de la gastronomie, sachant que 3 étrangers sur 4 viennent en France pour la gastronomie. C'est quand même quelque chose qui est important. Patrimoine veut dire transmission. Est-ce que vous estimez que les instituts de formation aujourd'hui en France sont satisfaisants? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour mieux pérenniser? Est-ce qu'on peut peut-être faire parler Eric là-dessus? Non, mais oui. La question de monsieur? Non. Les centres de formation, il y a toujours mieux à faire. Toujours mieux à faire, bien évidemment, pour les écoles, pour les élèves. Si je peux en parler, mon fils pense ce voilà aussi. Il y a toujours mieux à faire, mais bon, ça va venir. Alors là, je ne connais pas l'interaction de l'État vraiment sur les aides des écoles, mais on peut encore soutenir. Nous, en tant que professionnels, comme on peut le faire, on va voir les écoles directement pour les aider. On est en partenariat direct avec les écoles, parce que quand même, bon, Georges V, on a quasiment 40 stagiaires, quand même, toutes les écoles européennes, sur 650 employés. Hein. Parce que je dis qu'il faut aussi un encadrement, très important. Hein. Mais bon, il y a toujours mieux à faire pour soutenir les élèves, et leur donner la possibilité d'accéder au métier. C'est vrai qu'effectivement, la communication en ce moment est très très forte sur les cuisiniers, et que nos gars de la salle, on a du mal à en trouver en salle, c'est quand même terrible. Il faudrait, voilà, non mais c'est important parce que les chefs sont là, mais il faut bien des gens pour servir les plats et les présenter. Et donc, faire des concours à la télévision, comme de service. Je comprends. Mais non, il y a encore à faire, franchement à faire. Je vais vous présenter une belle brochette assez élitiste, je dirais, c'est une très bonne chose. Vous parlez du tourisme, oui, le tourisme c'est plus important que l'agriculture. Effectivement, il est temps qu'on s'en rende compte. C'est en termes de chiffre d'affaires, de nombre de personnes employées, voilà. Et c'est conjoint. Ah, le vin, parce que maintenant, dans le tourisme, on vend aussi la culture. Ça, non, pour moi, la question, c'est pas celle-là. La question, c'est les toilettes, le service et l'allemand. C'est-à-dire que, et je rajouterai une chose, le prix. C'est-à-dire que payer 350 € ou 500 € pour un super repas dans un 2 ou 3 étoiles avec du vin excellent, il n'y a aucun problème. Ceci étant, payer 50 € pour une assiette lamentable dans le 6e arrondissement, en se faisant servir comme un chien, c'est quand même le quotidien de la gastronomie française. C'est très intéressant. Et ensuite, descendre dans des toilettes dans lesquelles même les toilettes chinoises aujourd'hui sont plus propres que les toilettes françaises. Entendre insulter des étrangers parce qu'ils ne parlent pas français, et c'est la norme dans l'ensemble des restaurants, je dirais, de bas de gamme, hein. Pour moi, c'est là aussi qu'est le problème. Je vais juste vous répondre peut-être sur l'aspect, puisque vous parlez des langues et de ces choses-là, et répondre en même temps à monsieur, sur les écoles et la formation. C'est lié, hein. Oui, nous militons depuis des années, on n'arrive pas à leur faire comprendre pour que les apprentis, puisque je m'occupe d'un CFA, et donc pour que les apprentis puissent bénéficier de ce qu'on appelle le système Erasmus. Erasmus, c'est quoi? C'est quand vous êtes étudiant, que vous avez le privilège d'être étudiant de n'importe quelle fac, de n'importe quelle... Vous avez la possibilité de partir en Europe pendant 6 mois pour poursuivre vos études, et vos études vous sont validées. Nous militons pour que des apprentis chez nous puissent partir à l'étranger et bénéficier de ce système. Mais ça fait des années, il semblerait que ça puisse se débloquer. Et vous savez, là, on est entre deux mammouths, l'Éducation nationale et le ministère du Travail, qui dit, attention, un apprenti, il a un contrat de travail. Et encore, on leur a dit, je suis administrateur de notre association européenne, on va vous mettre un parachute, on va vous mettre un filet de sécurité, pour que l'apprenti parte, il ira dans un restaurant ou un hôtel qui est membre de notre association européenne, donc on vous file le filet de sécurité. Mais c'est terrible, et le problème des langues, c'est excessivement difficile, on est très mauvais en France, en général. et bien sûr, et on l'accentue, et dans nos écoles, alors que c'est primordial, on ne bénéficie pas de ce système-là. Alors j'espère que ça va faire partie des services. Non, mais c'est fondamental, parce que alors là, les jeunes, quand ils prennent ce métier, alors bon, évidemment, quand c'est la cuisine, c'est souvent ces vocations qui sont naissantes, pas toujours faciles, parce qu'elles sont un peu fragiles. En salle, c'est souvent l'envie de voyager. Ils ne sont pas spécialement doués en langue étrangère. Donc il faut absolument les pousser
Et tous les jeunes qu'on prend au 5 ou à l'hôtel, on a la chance dans la compagnie de pouvoir les envoyer ailleurs, dans l'étranger. On les pousse absolument à ça. Quant au service, c'est très intéressant, parce qu'on est marqué par nos grands guides culinaires qui sont censeurs chaque année de celui qui est le meilleur, le moins bien, ceci, cela. Voilà. Bon, vous les connaissez tous, je ne vais pas les citer. Mais depuis quelques années, les choses évoluent en termes de classification, et on voit arriver des sites de réservation, non pas de réservation, mais de commentaires de clients. Je vais en citer simplement un qui s'appelle TripAdvisor. Moi, je n'étais pas du tout habitué à ça, au bout du compte. Moi, je suis plutôt dans le style gros bouquin rouge, vous voyez ce que je veux dire. Et avec les années, je me suis rendu compte de l'importance que ça peut avoir. Ah oui, tout le monde est là. Et quand on prend les commentaires, on les prend en direct. Hein. Ça veut dire que la personne vient manger à midi, elle part à New York, elle commente et c'est envoyé dans le monde entier. Donc, vous êtes en direct avec le service. Et quand on regarde les commentaires, écoutez-moi bien, la cuisine est très importante. Mais l'impression du client, elle va dans votre sens. Elle va dans votre sens. C'est l'accueil, la gentillesse. C'est-à-dire que la cuisine va sublimer, mais d'un coup d'un seul, le commentaire du client va se baser sur tout l'ensemble qu'il va vivre dans son déjeuner. Et des fois, pour un tout petit détail qui n'est pas dans la cuisine, ça part envoyer. Voilà, donc c'est important, c'est fondamental. Bien sûr, le service, c'est pas simplement le gars qui vous porte l'assiette, c'est ça qui est important. Juste un mot sur les langues, c'est bien de parler les langues étrangères, il faudrait aussi que le service parle correctement le français et évite de dire à chaque plat bonne continuation avec la description complète du plat qu'on vous sert, et quand il y a 25 ingrédients dans le plat, ça prend un certain temps. Surtout quand il y a 4 plats différents autour de la table et que le serveur se croit obligé d'interrompre la conversation pour décrire ce qu'il y a dans l'assiette de chacun, c'est insupportable. Et ça, c'est la formation. Sur le service, quand même, je pense qu'il faut qu'on soit très conscient que c'est bien au-delà de la cuisine et de la gastronomie. Nous sommes un pays qui n'a pas la culture du service. Et on a un peu l'impression que c'est la Révolution française. C'est-à-dire que quand on parle du service et comment mettre ces métiers en valeur, quand on parle de ça, moi je le fais avec des politiques, on me dit mais tu n'y penses pas. C'est tout juste, on ne parle pas de l'exploitation des gens. Donc, et c'est ça la France. Hein. Donc on a beaucoup de progrès à faire et il faut réhabiliter la notion de service, montrer que c'est noble de servir et de bien servir surtout. Au service d'eux, c'est un tabou. Vous envoyez au Japon en stage. Voilà. On se cache derrière la langue, mais au Japon, personne ne parle les langues étrangères. Par contre, on a un service qui est impeccable. On a plus d'étoiles qu'à Paris. Et ça transcende. Donc, ne pas se cacher derrière la langue, c'est pas la langue la barrière. C'est le service, c'est la qualité irréprochable, c'est la propreté. Mille fois raison. La langue, c'est une façade. Oui, la langue, on n'a rien en valeur, oui. Mais vous avez choisi de mettre en avant le cuisiner maison. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est un autre sujet. Il va falloir qu'on en parle, c'est intéressant. Nous partons du constat que, pour reprendre ce que nous mettait tout à l'heure André, les labels, tous ces trucs-là, mais tout le monde est perdu, et puis plus on en rajoute, moins ils ont de valeur. Alors que le label est là pour magnifier un produit, un service. Bon, maintenant, ça va dans tous les sens. Et nous étions pour une solution extrêmement simple, pour pouvoir faire comprendre ce que c'est ce métier, c'est de dire, dorénavant, ne peut plus s'appeler restaurant que celui qui fait la cuisine sur place. Bon, cuisine, et ça nous permettait en même temps, nous disons, transparence totale vis-à-vis du client. Le client, il va dans un restaurant, il sait où il va. Il y a quelqu'un qui est sur place, qui va faire tout. Deuxièmement, mettre en valeur les métiers du service, parce que le service, c'est hyper important, à la fois pour valoriser le travail du cuisinier, mais pour aussi savoir répondre au client, savoir aussi servir le client, savoir le chouchouter, enfin faire ce qu'il fait, notre métier. Bon, donc nous étions partis sur cette idée, et au moins, en plus, c'est un mot qui est prononçable dans toutes les langues, que vous soyez en anglais, en italien, en espagnol, c'est quasiment le même mot. Et nous étions partisans de cela, ce qui aurait réglé un peu le problème de tous ces labels. Pour des raisons, disons-le, de lobbying et d'un certain nombre d'industriels, on n'a pas pu faire passer cette affaire-là, et le gouvernement s'est rabattu sur le fait maison. Alors, le fait maison, c'est bien, mais ce n'est qu'un label de plus, il n'est même plus rendu obligatoire, donc moi je considère que ça va être un coup d'épée dans l'eau, qui ne va absolument pas résoudre le problème. Alors on nous a dit, oui, mais alors qu'est-ce que font ceux qui ne sont pas restaurants, vous descendez les enseignes. Mangeoires. J'ai dit, mais attendez, ces restaurants en question, ils n'ont pas de soucis, ne me faites pas raconter des histoires. Quand McDo vend une franchise, ils ne vendent pas restaurant McDo, ils vendent un McDo. Donc ces gens-là n'ont pas de soucis à avoir. Bon, et ce ne sont pas des restaurants. Je crois que
À vouloir trop compliquer les choses, à vouloir donner des labels, eh bien, on perd en force. Et un mot, un seul, vous expliquez ça. Vous savez que quand même, on est le seul pays où on a réussi, c'est quand même formidable, on a réussi à ce que le mot restaurant, donc, ne soit pas protégé. Comme vous allez aux États-Unis, un restaurant, c'est un restaurant, sinon vous avez un diner, vous avez un burger, vous avez ce que vous voulez. Quand vous allez dans les autres pays, un restaurant, c'est véritablement un restaurant là où quelqu'un cuisine. Oui, moi, dans ce que dit Didier Chenet, il y a quelque chose de très important, c'est l'information du client. Quand on voit par exemple une ville comme Paris, où il y a énormément de choix pour manger, pour la restauration, on ne sait pas, quand on va dans un restaurant, si c'est fait dans une usine pas loin de Paris, ou même plus loin, et après tout, ça peut être un choix, et c'est pas forcément mauvais, c'est pas le sujet. Mais en revanche, on a quand même le droit de savoir où c'est fait, comment c'est fait. Et aujourd'hui, dans l'offre qui est présentée, avec en plus le problème du prix, parce que je veux dire, c'est pas forcément le même prix selon si c'est fait d'une façon industrielle ou si c'est fait dans le restaurant, dans la cuisine du restaurant. C'est un peu, moi je fais la comparaison avec un sujet que je connais bien, qui sont le sujet des métiers d'art. Le métier d'art, c'est quoi? C'est la pièce unique faite par un artisan à la main. Après, il a un savoir-faire exceptionnel, etc. C'est pas la même chose que le vêtement qui sera fait d'une façon industrielle. Alors, après, on peut aimer les deux, on peut avoir besoin des deux, c'est pas le sujet. Mais en revanche, on a le droit de savoir et on n'a pas la même chose avec le produit. Et pour le restaurant, c'est pareil. Donc c'est vrai que moi, j'ai essayé aussi de faire passer cette idée dans le monde politique qu'on a vraiment intérêt à ce que le consommateur ait l'information de savoir ce qu'il va manger, il choisit, et après tout, c'est son droit. Bon, après, comme dit Didier, il y a en effet un certain nombre... Je pense qu'on évoluera... Et voilà, exactement. Moi, je ne suis pas pessimiste. Et je pense que les industriels ont mal compris, alors j'en accepte ou ont pas voulu la situation, et je prends ma part de responsabilité, parce que quand je dis notre syndicat, parce que c'est nous qui avons proposé cette affaire-là, et ils ont cru que c'était par opposition à ce qu'ils font et tout. Absolument pas. Nous, c'est simplement dire, voilà, la France, première destination, oui, je ne comprends pas là-dessus, on peut malheureusement en reparler. En tous les cas, 3 étrangers sur 4 viennent pour la gastronomie, et pour manger, ils méritent de savoir, y compris le français, ils méritent de savoir ce que véritablement il se passe dans les cuisines. Alors, moi je réfléchis en homme de marketing. Ce qui est intéressant, c'est l'innovation, et l'innovation telle qu'elle est perçue par le consommateur, pour voir un peu l'avenir. Il y a eu des périodes de rupture dans la cuisine, on parle de produits, il y a eu l'avènement de la nouvelle cuisine dans les années 70, il y a eu la cuisine moléculaire. Quelles sont selon vous les tendances porteuses, à la fois en termes de plats et en termes de concept de restaurant qu'on voit naître en France? Moi je pense que la restauration de demain, même si le sujet n'est pas tabou, mais entre chefs, on commence quand même à en parler, avec les restaurateurs également, il faut se pencher vers toujours ce que veut le consommateur. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'aller vers ce qui est plus sain, ce qui est bon pour la santé. On ne veut plus manger des plats comme on pouvait les manger il y a 100 ans. Il y a de plus en plus d'intolérance alimentaire et ce qui était parmi des centaines de clients avant-hier, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc il faut considérer aussi ces gens-là. Il y a une tendance vers le moins de viande, le végétarien qui est important. Et je pense que la cuisine de demain, plus que vers des innovations, alors je ne vais pas faire l'apologie ou la critique d'une cuisine ou d'une autre. Moi, c'est pas la cuisine que je fais au quotidien, mais par exemple la cuisine moléculaire. Beaucoup sont allés à l'encontre de ça. Comme toutes les idées innovantes, il y a toujours des gens qui sont là pour dire attention, c'est pas bon, c'est mauvais. Tout n'est pas mauvais, il en restera forcément quelque chose. Ça commence à s'épuiser, mais s'il n'y avait pas eu des gens très innovants, par exemple, qui nous avaient levé des filets de poisson il y a 50 ans, on mangerait encore des poissons entiers. Donc voilà. Pas mal le poisson. Oui, non, mais c'est pas aussi. Voilà, je veux dire, on peut aussi évoluer. On peut aussi évoluer et tout n'est pas mal. Tout n'est pas mal dans la cuisine moléculaire. Moi, ce qu'on leur reprochait avec certains chefs, c'était d'avoir fourni à des cuisiniers qui avaient bac -6 des ingrédients qui étaient manipulés normalement par des chimistes qui avaient bac +12. Donc ça a fait les catastrophes qu'on connaît dans nos estomacs et dans certains restaurants. Mais à partir du moment où c'est fait correctement, on aime ou on n'aime pas, il y a quelque chose. Et je pense que la cuisine de demain et les restaurants qui aujourd'hui émergent et qui évoluent, et le taux de satisfaction des clients, c'est toujours la même chose. C'est quand autour d'une table, vous avez 5-6 convives, il faut que tout le monde soit satisfait. Et aujourd'hui, sur ces 5-6 convives, vous en avez plus de la moitié qui veulent manger sain.
pas forcément manger léger ou light, hein, mais manger plus sain, en réfléchissant tout simplement à l'indice glycémique peut-être de la nourriture, ou aux légumes, ou même au pH. Enfin, aujourd'hui, on est au sans gluten, on va vraiment vers une... Aujourd'hui, le cuisinier ne doit plus juste cuisiner, il doit quand même commencer à réfléchir. C'est-à-dire que ce qu'on lui demandait avant de connaître parfaitement son lexique culinaire et ses recettes, aujourd'hui, à nous, à tout à chacun, de le faire évoluer, toujours dans le sens du service important, où à partir du moment où on a un convive, un client, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle convive parce que je ne vends rien, mais à notre table, il faut qu'il soit heureux et bien, et peu importe ses envies, et peu importe son éducation, son passé, son patrimoine culinaire, qui fait qu'il a sa tendance ou pas à vouloir se mettre à table vers une cuisine ou pas. Je voudrais ajouter quelque chose. Ça, là, c'est éternel. Le client ou le convive doit être heureux. Brillat Savarin l'avait écrit. Il se met les pieds sous la table. Il doit être heureux jusqu'à la fin du repas. Mais je crois qu'il faut sortir aussi de ce qu'on voit dans beaucoup d'autres domaines de la culture, c'est-à-dire une accélération des modes contradictoires les unes par rapport aux autres. Il faut forcément que tous les ans, il y ait une ligne différente. On l'a vu dans le domaine de la couture, je connais bien Catherine. Et là, on atteint le ridicule. En matière de gastronomie, on a atteint les sommets de ridicule. Il y en avait au temps de Carême, quand Carême faisait le Parthénon, un pâté en croûte en forme de Parthénon, c'était totalement ridicule aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, une des tendances lourdes, et pas seulement française, mais dans le monde entier, effectivement, il faut que ce soit sain, mais je pense que les gens ont envie de produits qui viennent de quelque part. La mondialisation fait que aujourd'hui on est confronté on voyage partout, on a des informations qui viennent du monde entier, tout ça, il y a une espèce de méli-mélo de la mondialisation, et donc une des bonnes conséquences de la mondialisation, c'est qu'on peut aujourd'hui avoir des produits dont on sait d'où ils viennent. On voit très bien dans le domaine du vin, il y a encore 10 ans, on disait que on va voir uniquement les vins de cépage, des vins passe-partout, si vous faites du chardonnay, peu importe d'où il vient, les gens aiment le chardonnay, donc le chardonnay qui vient de Californie, de Bourgogne ou d'Afrique du Sud, c'est du chardonnay, et c'est ça qui marche. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, ça c'est une affaire de débutant. Quand on ne connaît rien au vin, effectivement, ah tiens, le Merlot c'est bien, ah oui, le Cabernet Sauvignon, et donc on demande ça. Mais dès qu'on commence à rentrer un peu dans la culture du vin, on a besoin de choses un peu plus raffinées, plus complexes, et donc c'est le vin de terroir. Et je pense qu'il y a un très grand avenir pour les vins de terroir. On le voit bien en France avec le succès, parfois exagéré, mais le succès incroyable de la Bourgogne. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus trouver une bouteille de Grand Cru facilement. C'est très très difficile. Vous pouvez trouver du Bordeaux encore, parce que chaque château a 50 000 bouteilles ou 200 000 bouteilles, ou voire plus encore à vendre. Mais quand vous voulez, je sais pas moi, une tâche du domaine de la Romanée-Conti, vous ne la trouvez pas à Paris, très très difficilement. Donc il y a une folie sur les produits de terroir. Et je pense que pour le solide, c'est pareil. Donc moi, je suis géographe de formation. Je plaide pour l'alimentation liquide et solide, géographique, qui viennent de quelque part. Donc, le terroir, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Alors bien sûr, sain. Bien sûr, sain. S'il y a cette couleur-là, c'est que ça vient des algues et de l'eau. Eh ben, évidemment. Une différence sur le Cotentin, c'est pas pareil. Et à ce moment-là, et le client demande ça. Et c'est facile à éduquer. Regardez le succès incroyable du sel, par exemple, de Guérande. C'est formidable. Alors que les salines de Guérande, c'était à l'abandon il y a 30 ans. Aujourd'hui, on s'arrache le sel de Guérande à Taipei, à Tokyo et à New York. C'est formidable. Avec un paysage en plus derrière. Elle est là l'innovation, c'est le retour aux vraies valeurs, bien plus que d'inventer tout un tas de choses. À tel point que vous remarquerez quand même que dans certains restaurants, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, à la fin de la carte, plutôt que de vous mettre le label je ne sais trop quoi ou le fait mélange, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent les références de leurs fournisseurs. Oui, il y en a qui en font même trop d'ailleurs. Vous ne l'auriez pas vu il y a quelques années. Alors certains vous le font pas parce que s'ils sont obligés de mettre les adresses de leurs fournisseurs, les ça risque de passer un petit peu. Mais c'est important dans l'intitulé des bien sûr, ça c'est que voilà une innovation. L'entrecôte de chez c'est un de marketing. C'est un critère de qualité. C'est un critère de qualité immédiat. Il n'y a pas de professionnel qui fait de la qualité. On parle de la France en gastronomie comme référence. Quelle est la situation dans les autres pays en termes de structuration? Là, on a l'élite. Il y a combien d'écoles? Est-ce qu'on est complètement en train d'être rattrapé? Ou est-ce que les jeunes viennent se former en France? Ou au contraire, là, je vois dans la deuxième slide, tout le monde part à l'étranger ou vous les poussez à l'étranger? Juste regardez un petit peu. Il y en France.
il y a quand même, enfin la gastronomie française, alors bon, c'est pas le débat de dire est-ce que c'est la première, est-ce que c'est la meilleure, est-ce que c'est pas le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous parlez avec des grands chefs, alors quand je dis grands chefs, c'est pas forcément les 3 étoiles Michelin, hein, c'est les chefs qui font bien à manger. Ça peut être dans les écoles, ça peut être dans les petits restaurants de quartier, mais les gars qui font leur métier partout dans le monde. Il y a quand même cette valeur de la cuisine française qui fait que beaucoup de ces chefs-là, alors si c'est pas eux, souvent c'était leur chef à eux, leur mentor, sont venus se former en France. Parce qu'on a quand même un panel de plats et de techniques en cuisine française qu'on ne retrouve pas dans les autres cuisines. Pourquoi? Parce que nous, on a un passé, enfin, peut-être parce qu'on a commencé les premiers, tout simplement. Non pas qu'on soit les meilleurs, mais on est peut-être les plus anciens à se dire, tiens, on va réfléchir à notre technique et à un plat et à un produit, comment est-ce qu'on va pouvoir le sublimer selon la région, selon notre terroir, selon nos produits. Je veux dire, le poulet, en France, vous avez 100 ou 200, j'en sais rien, je dirais des bêtises, 500 recettes de poulet en fonction de la région, en fonction de tout ça. Et donc pour un plat régional ou deux dans certains pays, enfin dans certaines régions, en France, vous pouvez en mettre 20 en face. C'est pas de dire c'est mieux ou c'est pas bien, c'est juste qu'on s'est penché sur le problème il y a plus longtemps. Donc aujourd'hui, enfin on a eu l'occasion avec Jean-Robert de faire un débat sur notamment sur la cuisine israélienne de demain, on était à Tel Aviv il y a quelques mois. Chaque pays, en fonction de son éducation, de sa culture, de ce qu'il a aimé, de ses origines, va, ce que nous on a fait dans d'autres domaines, va s'approprier, va commencer par copier. Ils vont d'abord copier nos recettes, nos techniques, donc ils demandent à des chefs et à des formateurs d'aller dans les écoles ou d'aller dans les hôtels pour faire des semaines gastronomiques. Au départ, ils copient et ensuite, avec leur sensibilité, ils vont s'approprier ça et la transformer. Et toujours pareil, nous c'est ce qu'on leur dit quand on est à l'étranger, ça sert à rien, quand tu es à Tokyo, de faire de l'asperge verte, du pertuis ou du poulet des Landes. Tu as des produits dans ton coin, à toi, avec ta culture et avec les techniques, les tiennes et celles que nous, on amène, de faire une cuisine. Et aujourd'hui, il y a une telle demande à l'étranger, beaucoup, enfin moi je vais souvent en Amérique du Sud et en Asie, enfin il y a une demande. Bien sûr que la culture de la cuisine ou du service à la française est demandée, mais aujourd'hui, non pas qu'on est dépassé, mais qu'eux ont aussi soif d'apprendre et se sont appropriés ça. Et donc, avec leur expérience, transforment ça. Et puis, ils ont prouvé quand même, avec leur chaîne hôtelière, avec leur restaurant, qu'il y avait aujourd'hui capacité à faire quelque chose. Les meilleurs hôtels, enfin, dans les plus grands hôtels du monde, il y a aussi des hôtels étrangers, non? Ouais. Des hôtels français. Oui, mais quand même, la gastronomie française est une très belle danseuse. Ah oui. Non, mais ça a des valeurs. On a nos amis italiens qui ont des formules de restauration qui sont très efficaces avec un fort taux de rentabilité. Et pour défendre le cocorico, c'est pas ça. On va aujourd'hui dans les grands hôtels à l'étranger, il y a des restaurants français, mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a aussi des chefs italiens qui s'exportent, des chefs américains. Mais je pense qu'en cuisine comme ailleurs, il y a un métissage aujourd'hui des cultures et un métissage de la cuisine. Et je pense aussi que c'est la meilleure barrière contre l'uniformisation dont vous voulez parler. C'est justement ces apports qui font que chacun recrée à partir d'apports, et c'est logique. La cuisine, c'est une série d'apports tout au long de l'histoire, même si la France occupe une place à part, et là tout le monde est d'accord pour le dire, d'où la reconnaissance UNESCO. Mais en revanche, il faut des apports d'autres cuisines. Et aujourd'hui, on voyage, on va dans le monde entier, soit physiquement, soit autrement par Internet. Il y a donc un mélange de cultures, il faut que la cuisine en profite. En revanche, c'est ce mélange qui fait aussi qu'on ne doit pas retrouver exactement la même cuisine dans les mêmes restaurants qui sont faits de la même façon à Paris, à New York ou à Singapour. Et ça, c'est pas bien. Mais dans la cuisine française également, c'est-à-dire que nous on se sert aussi de nos voyages pour, enfin on l'a toujours fait depuis des siècles, sinon on mangerait. Mais ça demande un peu de culture parce que sinon on a aussi mais il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Non mais il y a quand même beaucoup de n'importe quoi. Pas n'importe comment, mais des touches, enfin des. Oui, c'est aussi. Et entre autres cette tendance lourde, catastrophique, qui est d'utiliser 25 ou plus ingrédients dans une assiette, avec des présentations qui demandent des heures et des heures, et où le client, on en parlait en aparté tout à l'heure, Eric Baumard, ne sait pas ce qu'il a dans son assiette, même s'il a eu la description, qu'il a entendu la description, ne sait pas ce qu'il a dans son assiette, n'a aucun souvenir de ce qu'il a mangé, et a une impression confuse dans la bouche. Exactement comme si vous allez au concert, et on vous fait interpréter les violons d'un côté, les cuivres de l'autre, les bois de l'autre côté, sans chef d'orchestre. Tout ça est complètement juxtaposé. Bernard Loiseau disait 3 goûts maximum. Oui, il avait raison. C'est déjà très bien. Il avait 1000 fois raison. Je voudrais rebondir sur la transparence, justement, qui est un sujet qui est assez sensible, parce que les restaurateurs, en général, se cachent, masquent ce qu'ils font. Les techniques actuelles de pas tous, hein. Non, pas tous.
les restaurateurs se cachent derrière. Aujourd'hui, les techniques de surgélation, de sous-vide sont extrêmement abouties. On arrive à des résultats qui sont excellents. La plupart de nos ambassadeurs de macarons utilisent ces techniques. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on arrive à des résultats qui sont optimum, qui ne dénaturent absolument pas le produit. Et il y a un manque de communication. Alors, est-ce que le restaurateur assume ou pas? Il le cache. On les consomme à la maison. On consomme du surgelé, on consomme du sous-vide. Et tant qu'il n'y aura pas ce passage de transparence, de communication, on ne saura pas ce que l'on mange. Là-dessus, que ce soit surgélation ou sous-vide, nous n'avons jamais considéré que c'était une non-qualité qu'un produit qui est sous vide ou un produit qui est surgelé. C'est le consommateur qui le... Voilà. Le problème aujourd'hui, et dans les médias, et chaque fois je dis tout de suite, c'est le surgelé. Ou, voilà. Mais trop. Il faut mettre des noms sur tout ça. Hein. Donc le surgelé, vous imaginez, c'est pas du, c'est pas... Alors c'est le poisson carré, les gens ont une image, le client, le consommateur a une image du surgelé, je dirais pour la grande majorité du consommateur, parce que vous avez des magasins qui marchent très très bien, enfin les Picard marchent très très bien, et vous consommez du Picard quand vous êtes chez vous, sans que ça fasse hurler en disant ça arrive. Hein. Donc le problème, si vous voulez, c'est que tant que nous n'aurons pas réussi au niveau de la communication, de faire comprendre qu'à côté du mot surgelé, il peut y avoir de la qualité, d'autant que les chefs eh bien, surgèlent parce qu'ils ont la possibilité, surgèlent certains de leurs produits, parce que, tout simplement, ils ont eu une belle touche en livraison d'un certain produit pour le servir le lendemain. Et le sous-vide, c'est exactement la même chose. Vous avez des produits que l'on laisse, alors là, les chefs sont plus calés que moi, que l'on met sous vide pour que la maturation se fasse bien. Donc, c'est ça la difficulté. Le surgelé ou sous vide, comme pour moi, comme la plancha, comme ce que vous voulez. Surgelé maison, d'accord, mais le surgelé... Non, mais ça reste un outil. Le problème, c'est pas le surgelé, c'est le gars qui va faire le surgelé. Exactement. Le sous-vide, il faut savoir faire du sous-vide. Et le sous-vide, comme le reste, ça reste un outil et ça reste une technique qui doit être au service de la qualité. Et voilà, on parlait des mélanges, de tout ça. Tous ces produits-là et toutes ces techniques-là, souvent on a tendance à perdre de vue, et ce que je reproche à une certaine cuisine, que ce soit une cuisine contemporaine, moléculaire, appelez-la comme vous voulez, c'est qu'à la fin, il faut que ce soit bon. La cuisine, c'est pas fait pour accrocher au mur, on ne fait pas des tableaux, nous. Ce qui avait d'intéressant, je continue là-dessus, c'est peut-être intéressant d'avoir votre avis, Catherine, parce qu'il y avait cet aspect de communication. Oui. Et c'est vrai que là, on voit qu'il y avait quand même une multiplication non seulement des labels, mais aussi des événements. On a eu là, on a eu le manger local organisé par Paris, la fête de la gastronomie organisée par Bercy, et plus les cités de la gastronomie, ministère de la Culture, et voilà. Donc ça fait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un travail de communication, d'unification peut-être qu'on peut attendre, et où l'État a son rôle. Alors moi je pense que c'est très très bien qu'on parle beaucoup de la cuisine. La preuve, il n'y a que des Français comme nous pour à 8 h du matin se réunir pour parler de ça. Et je veux dire, et c'est génial, bon. Mais c'est vrai qu'il y a la communication, elle peut être aussi tuée par trop de communication ou n'importe comment. Peut-être que c'est un peu le problème aujourd'hui. Je pense que dans ce pays, il y a vraiment des acteurs autour de la table. Moi, j'aime bien dire de la fourche à la fourchette, parce qu'en fait, c'est pas que le restaurant. Hein. C'est depuis ceux qui font le produit avec toutes les étapes jusqu'à l'assiette, et les arts de la table, le service très important, bien entendu. Il y a des acteurs extraordinaires dans ce pays, c'est évident. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. En revanche, il y a quand même, il ne faut pas se le cacher, moi, ça fait longtemps que je le dénonce, je ne suis pas la seule à cette table ronde, il y a un problème au sommet de l'État, d'organisation. L'État s'est vraiment désintéressé. Oui, mais je pense qu'il partage. Je pense que off, on peut dire qu'il partage ce que je vais dire, et qui n'est pas du tout dirigé contre qui que ce soit actuellement ou pas, parce que c'est quelque chose, moi, que je dénonce depuis très longtemps. Il y a au sommet de l'État un manque d'intérêt, et surtout
donc d'organisation par rapport à ces sujets. Et la cuisine c'en est un, la restauration, mais je veux dire, tout ce qui fait l'excellence française. Nous sommes le premier pays de l'art de vivre. Nous avons quelque chose d'extraordinaire. C'est aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux en France. Le monde entier vient pour ça chez nous, hein, parce que c'est bien au-delà de la cuisine. Et malheureusement, personne s'en occupe. Alors c'est très atomisé entre plein de ministères différents, d'ailleurs, selon de quoi on parle, des ministres qui ne sont pas toujours d'accord, des organismes, c'est encore pire, parce que les ministres, souvent, ils sont plein de bonne volonté, mais après, derrière, il y a de l'administration, et puis aussi des organismes qui sont là depuis toujours. Oui, alors après les professionnels dans le secteur privé aussi qui ne sont pas toujours d'accord. Mais moi là je parlais de l'État surtout, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Alors je pense qu'elle existe, mais en revanche il faut, au-delà de la prise de conscience, il faut des actes. Et ça fait longtemps qu'on le demande, il faut une organisation au sommet de l'État qui fasse qu'on puisse mieux mettre en valeur cet art de vivre à la française, dont la restauration, et qu'on soit beaucoup plus réactif, qu'on n'aille pas dans les salons, alors je parle par exemple du vin ou d'autres choses sous le contrôle de Jean Robert, mais qu'on n'aille pas dans les salons avec deux organismes très importants de l'État qui se tirent dans les pattes, dans des salons différents, etc. Et c'est ça. Donc moi, il y a très longtemps que je demande... Du mal du vin, oui, voilà. Alors un ministre va dire du mal du vin, un autre va dire que c'est très bien, que c'est très important à l'export. Moi, je milite, et ça, c'est une idée que je veux absolument passer, pour qu'il y ait un portefeuille ministériel qui soit consacré à l'excellence française, parce qu'en fait, il y a plus de 217 métiers d'art, il y a le luxe, il y a la gastronomie, il y a l'œnologie, et il y a des problématiques transversales communes à tous ces métiers et aussi des solutions communes. Il y a une approche commune, une sensibilité commune, il y a un discours qui doit être commun, et moi je milite pour qu'il y ait un portefeuille ministériel qui soit réservé à l'excellence française, et peut-être qu'on sera un petit peu plus opérationnel. Mais vous parlez là des ministères, mais c'est tout au niveau local aussi. Entre les offices du tourisme, les CDT, les CRT, on a une usine à gaz aujourd'hui pour promouvoir la France à l'étranger. Non, ça s'appelle Atout France, c'est réunifié, ça, tout ça aussi. Oui, mais enfin, vous avez quand même Sopexa, UBI, enfin, il faut voir. Je suis administrateur d'Atout France et c'est une grosse discussion que nous avons, mais c'est un gros problème parce que, vous venez de le dire, Office du tourisme, CDT, CRT, tout ça, ce sont des structures régionales, voire départementales, voire municipales, et ce sont les précarés d'élus. Et à ce moment-là, la France qui essaye, on essaye de dire, les feuilles, il faudrait peut-être écraser un peu, et puis au moins qu'il y ait une certaine coordination. Enfin, il y a un problème d'organisation. Ouais. Je me permets de mettre un petit bémol à vos réactions. Je pense que toute révolution venant du haut en France, maintenant, risque d'être vouée à l'échec. En revanche... On va mettre de l'État partout. Oui, et en revanche, ce qui peut venir de la base, et surtout de votre base de demain, pour être génératrice de changement, et je pense encore une fois à l'éducation et à une sélection drastique des gens qui rentrent dans les écoles. C'est là que ça commence. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Comme dit Jean Robert, il ne s'agit pas de mettre de l'État partout, au contraire. Alors ça, au contraire, il faut libérer les initiatives. En revanche, il faut mettre un tout petit peu d'organisation. Et aujourd'hui, dans ce pays, sur les sujets d'excellence, en fait, c'est disséminé, il y a un certain nombre d'acteurs, et en fait, personne ne s'en occupe d'une façon efficace. Franchement, le meilleur exemple, ce sont les salons. Hein. Il y a deux grandes écoles en France où on apprend réellement bien, je pense, par sous le contrôle des professionnels, et la cuisine, et le service, et la gestion. C'est, je pense, Paul Bocuse et Ferrandi, l'Institut Paul Bocuse et Ferrandi, et c'est pas l'État. C'est deux initiatives, c'est la Chambre de commerce, et c'est pour Lyon, c'est très... Alors l'État donne des subventions, il y a des accords avec les universités pour Paul Bocuse, mais ce sont deux très très belles écoles, et qui sont, on a un peu évacué la question de la formation, vraiment à la française, parce que celui qui va être directeur d'hôtel a appris aussi la cuisine s'il sort de chez Paul Bocuse. Tandis que s'il sort de Lausanne, il aura fait un tout petit peu de cuisine, mais presque rien. Je trouve que la formation à la française autour de ces questions-là doit vraiment être un tabouret à trois pieds où il y a service, cuisine et gestion. Parce qu'il y a un modèle en l'occurrence, c'est ce qu'ont fait les écoles d'ingénieurs. La formation des ingénieurs en France est reconnue de façon complètement mondiale aujourd'hui comme étant une formation de très grande qualité qui génère chaque année des promotions constantes. Mais il faut plus d'écoles Il en faut plus. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient. Il y a quelques projets dans l'air. Oui. Parce que le label ne doit pas s'imposer sur l'école plutôt que sur le restaurant. Oui. On va prendre encore quelques questions. Oui, bonjour. On a beaucoup parlé de touristes, d'étrangers, du rayonnement de la gastronomie française au niveau mondial. J'ai vu sur la slide d'après qu'en France, 8 Français sur 10 vont au moins une fois au restaurant par an. Par mois.
par mois. Et, c'est pas beaucoup par rapport au Japon. Mais c'est avec un ticket moyen inférieur à 12 € quand même. Voilà, un ticket moyen. Je voulais savoir comment on se situait par rapport à d'autres pays en termes de pénétration, je parle de population locale, et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau des syndicats ou de l'État pour promouvoir le restaurant en France? Alors, sur les habitudes de consommation donc des restaurants, la France est très à la traîne par rapport à d'autres pays, que ce soit les Italiens, les Espagnols. Je parle déjà de l'Europe, je ne parle même pas aux États-Unis, où là, c'est beaucoup plus, la fréquentation est beaucoup plus importante. Qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir le restaurant? Ce qu'on essaie de faire, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est de rendre, d'améliorer ne serait-ce que l'image de la restauration, parce que nous avons, j'ose le dire ici, pour certains d'entre nous, une mauvaise image, une mauvaise perception des restaurateurs. Je ne parle pas des prix, et des prix, oui, bien sûr. Prix, on en a pas parlé. Où très souvent, c'est vrai. On parlait de TVA, toute cette affaire de la TVA a été très mal gérée et n'a pas amélioré l'image que se fait le client, le consommateur, oui, ça, client, mal donc de notre métier. Donc je crois que ça c'est la première. La deuxième des choses, c'est que les habitudes, de toute façon, en France, on reste encore, je dirais, attaché au repas pris en famille. Ça c'est important. Donc ça fait partie de notre culture. Nous ne sommes pas, je dirais, à aller en famille régulièrement, le soir y compris, au restaurant, comme dans d'autres pays, et voilà, où ils n'ont pas de cuisine, où, je dirais, la notion de famille est aussi assez déstructurée. C'est-à-dire que chacun va aller dîner quand il le voudra, y compris avec les gamins. Donc, je pense que si vous voulez, pour que les clients les Français viennent plus souvent au restaurant, j'ai parlé de l'image, j'ai parlé aussi du prix. Je crois que là-dessus, à avoir voulu faire quelquefois une restauration trop compliquée, on s'est embarqué dans des prix qui sont des prix absolument pas abordables pour le commun des mortels. Et je crois qu'un restaurant qui réduit sa carte et qui ne propose que quelques plats pourra le faire et satisfaire son client à un meilleur coût que de vouloir avoir une carte tellement, je dirais, variée qu'il ne pourra pas tenir. C'est pour ça que ici, notre organisation, mon syndicat, je ne représente pas que des très belles maisons comme on avait ici, nous avons aussi du petit restaurateur, du cafetier, des gens qui se battent tous les jours pour vendre ce service. Mais, je vais parler de cafetier, c'est vrai que quand il a fallu que Starbucks ou d'autres arrivent sur le marché pour que nos cafetiers prennent conscience que on ne peut plus servir le petit noir comme on le servait. Et je vais vous dire une chose, il a fallu qu'on interdise de fumer dans les restaurants pour que certains cafetiers lèvent le nez et se rendent compte de la crasse de leurs établissements. J'ose le dire. C'est pas, je ne vais pas mettre tout le monde dans notre paquet. Donc, on a un gros travail de remise en question, c'est vrai, pour, je crois, accueillir mieux et faire en sorte que les gens viennent plus sur nous. Michel, peut-être? On a parlé d'un certain nombre de difficultés, de choses qui allaient moyennement bien. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou des jolis cas d'école que vous voudriez partager avec nous? La bistronomie. La bistronomie, c'est un phénomène né à Paris, qui est en train de se développer et qui, je crois, est sain. C'est ça l'innovation aussi. À partir de bons produits de terroir de saison, pas trop cher. Des bistrots de chefs, tenus par des chefs, c'est ça. Et ça marche formidablement bien. Et peut-être qu'on peut passer la parole sur un peu les best practices, parce que le groupe Four Seasons est quand même leader dans la formation des jeunes, reconnu à Paris et dans le monde. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu sur un peu les best practices, que ce soit dans la formation. En fait, les choses sont très simples. Quand on dit qu'est-ce qui va attribuer un niveau de service plus élevé dans un établissement comme un autre, c'est simplement au départ, quand la compagnie a été créée, ce sont simplement des clients qui ont constaté avec les hôteliers, les créateurs de la chaîne, des choses que les gens aiment bien, les clients ce qu'ils aiment bien. Et donc on a établi un nombre important de standards de qualité. On essaye tous les jours
l'amener à nos collaborateurs pour que le service se passe le mieux possible. Et c'est des détails qui sont... alors, moi j'étais cuisinier au départ. Et moi je connaissais pas tous ces éléments-là, parce qu'en fait, on travaillait dans un 2 étoiles à Saint-Étienne, je suis arrivé à Paris, et bon, on avait des standards où le client ne peut pas attendre plus de 3 minutes d'une note. 3 minutes, mais au bout du compte, quand vous êtes au restaurant, vous demandez 3 fois votre note, c'est toujours très désagréable. En fin de compte, c'est toutes ces sortes de petits détails qui ne donnent rien, qui, je l'espère, tous les jours, essaient de les améliorer, ou tout du moins de les appliquer, ont permis de faire élever le travail. Par exemple, je crois que vous avez les clients mystères Alors ça, c'est des audits, effectivement, des audits. Alors le premier audit qu'on a eu, alors là, c'était... tout était minuté, du début jusqu'à la fin. C'est à la limite, Guide Michelin, c'était à la limite des vacances, quoi. Et on a continué, on a toujours ça, on a 4 ou 5 visites. Alors maintenant, on tendrait, ça c'est les grandes instances de la compagnie, pour en même temps admettre dans les critères la notion de chaleur, de psychologie, en fin de compte, que le service peut amener, cette petite sensibilité, qui est plus compliquée à former auprès des gens. Parce que oui, parce que ça peut être n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de ces critères, un petit peu, de ces attentes, comment c'est structuré en fin de compte, ce sont des gens très très simples, qui en général prennent parce que les budgets, mais des gens qui sont quasiment anonymes, enfin comme tous les clients, quoi, qui vont avoir une somme de choses à juger dans tout l'hôtel, ça va durer 4-5 jours, et ils vont venir, on sait qu'on va en avoir un avant la fin de l'année, sur 4 mois, voilà, et comme l'hôtel n'est jamais fermé, tout va bien, et donc voilà, ils viennent, donc vous voyez un petit peu et après on a le débrief qui arrive, et puis on essaye, comme on peut, d'améliorer après ça. On s'est rendu compte que telle chose n'allait pas, voilà, parce que c'est toujours une... Est-ce que vous avez un exemple, un ou deux exemples en tête? Le dernier en date, oui, c'était un couple de dames. On s'en est pas rendu compte, parce que vous savez, dans le métier, on essaye toujours de trouver le guide Michelin. Et en fin de compte, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, évidemment c'était plus compliqué, ça s'est très bien passé, sauf que par exemple, des fois le système, on n'a pas proposé de digestif à la main de repas, voilà, parce que c'était marqué dans les standards, mais en fait c'était 2 dames, elles n'ont pas bu de vin, alors évidemment, bon, est-ce que mes gars vont proposer à chaque table digestif? Non, de moins en moins, voilà. Mais la fois d'avant, c'est un maître d'hôtel qui, alors la cliente, c'est assez marrant, la cliente a pris l'épaule d'agneau du chef Briffard, et bon, c'est une épaule pour 2, mais elle est anglaise, et elle pensait que le prix c'était divisé par 2, parce que c'est le prix pour 2, mais elle n'a pas compris. Et le maître d'hôtel à la fin, la cliente dit, mais pourquoi le prix, et il monte du doigt le prix sans commenter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe parce qu'en fin de compte, donc vous n'avez pas eu, c'est ça. Voilà. Voilà. Vous savez, c'est exactement ce qu'il avait en tête. C'est exactement ce qu'il avait en tête. Non, mais c'est très clair. Le garçon n'est pas resté. Ah oui, mais non, mais attendez. C'est gravissime. Voilà. Non, mais c'était très clair. Mais pour vous dire un petit peu, voilà. Et j'en suis malade pour ce garçon qui est un gentil garçon, mais vous voyez, cette sensibilité du service. Des fois, on est toujours dans ce niveau de... Alors, on essaie de l'appliquer dans tout le thème. Voilà. Il y a 4 visites par an. Ça, c'est la pratique du métier qui va faire ça, non? Ouais, mais quasiment dans un restaurant, t'es jamais audité. T'es pas audité. Nous, on est audité parce qu'on a les moyens de... Vous avez TripAdvisor, vous êtes audité tous les jours. Mais alors, sur TripAdvisor, il y a beaucoup compliqué. De toute façon, tout le monde est... C'est le client qui audite. Avec le TripAdvisor, c'est ça. Mais c'est ça. Mais est-ce que c'est pas Mais quand ça, les vieux tagués de la brigade, on est 50 dans la salle. C'est le client qui revient. Le meilleur jugement, c'est le client qui revient, non? C'est ça, c'est une lecture directe. TripAdvisor, quand même, il faut que vous sachiez Oui, qu'il n'y a quasiment pas de contrôle. Et ça, c'est pas normal. Est-ce que c'est pas on dit que c'est les concurrents on peut aussi bien clouer au pilori totalement. Tu vois. Je rappelle quand même, il y a 6 mois en Angleterre, TripAdvisor a dit le meilleur hôtel, meilleur rapport qualité-prix à Londres, et il donne le nom de cet hôtel, c'était une pension de maison de retraite. Non, faut quand même. Non, mais ça je comprends. Non, mais je comprends tout à fait. Ce que je veux dire, c'est,
Je mange dans une... Je prends le contrepoids de tout ça. Je mange dans un petit restaurant à Saint-Malo, en face de l'église. Le gars est super sympa. Il regarde les gens. Je veux dire, il est avenant, il est simple, on mange bien, c'est rapide, c'est efficace, il s'occupe de tout le monde. Mince, alors, super accueil. Oh mince. Deuxième à Saint-Malo. Je veux dire, quelque part, effectivement, il y aura toujours des jugements qui sont totalement décalés entre un fournisseur. Mais quelque part, c'est une réponse des clients avec leurs mots. Alors, il y a peut-être des gens tordus, comme il y en a partout des gens tordus. Il y a aussi des gens bien quand même. Il n'y a pas de catégorie. Mais je comprends qu'il y a amélioré, mais ça, je veux dire, franchement, ça va à une vitesse. Hein. Ah ouais, mais ça fait du mal. Vous voulez peut-être dire un mot? Est-ce que le sujet, c'est pas que les râleurs s'expriment 10 fois plus que les gens? Ah, aussi, oui. Spécifiquement français. C'est pas vrai. C'est une question de statistique, je pense. Moi, les forums, on commence toujours par... Je pense que c'est une question de statistique, comme dit Didier. Non, mais je pense que c'est une question de nombre et de masse. C'est vrai qu'il y a une personne, comme dit Didier, qui peut aussi dire n'importe quoi, voire un concurrent, etc. Mais c'est vrai que quand on retrouve les mêmes commentaires, quelque part, il y a quand même quelque chose qui peut ressortir. Moi, récemment, j'étais à New York. Avant, j'avais regardé. L'hôtel que j'ai choisi, avant d'y aller, j'avais vu que malheureusement, les commentaires sur le petit déjeuner n'étaient pas bons. On disait, plein de gens revenaient, petit déjeuner nul, il n'y a pas assez, le pain ci, machin. Et bien, en fait, cet hôtel est extraordinaire, mais le petit déjeuner est nul. C'était bien. Donc, ils n'ont pas lu les commentaires et ils n'ont pas tenu compte de ce que disaient les clients. C'est Hayat. Mais moi, si j'ai un bon restaurant, pas trop cher, je ne le mets pas sur TripAdvisor. Je regarde pas là. Oui, mais ça, c'est autre chose. Vous n'êtes pas partageur. On a soigneusement évité un sujet très pragmatique qui est la baisse de la TVA. Ouais. Ah, bah oui. Et les conséquences. Alors, en tant que client, moi je dis, en tant que citoyen, je dis c'est une escroquerie. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait un cadeau à une sous-catégorie d'électeurs qui, en échange, devaient ou le passer dans le prix, ou le passer dans du recrutement, ou le passer dans de l'amélioration du produit-service. Et bien de tout ça, on n'a rien vu. Et honnêtement, moi je trouve ça inadmissible. Est-ce que je peux vous répondre dessus? Oui, là j'ai été vraiment en première ligne sur cette affaire. La première des choses, c'est que nous avons horriblement mal communiqué. Il y a eu une pression entre le temps politique et le temps économique qui n'est pas le même. Nous avons été poussés par la communication politique et il fallait absolument qu'on annonce un certain nombre de choses, ou qu'on annonce pour nous, je dirais même pas nous en tant que responsables, on annonce pour nous que la baisse de la TVA, vous allez voir, la baisse des prix et toutes ces choses-là. Ce que nous n'avons pas réussi, j'ai dit, à communiquer, c'est d'expliquer et en tous les cas de faire savoir aux Français tout ce que nous avons fait en matière sociale. Car la contrepartie s'est retrouvée en grande majorité au niveau du social. Nous avons signé un accord en décembre 2009, mais c'était déjà depuis 6 mois. Nous avons signé en décembre 2009 un accord qualifié d'historique. Toutes les organisations syndicales, organisations de salariés, ont signé cet accord, y compris la CGT, avec des augmentations de salaire, avec notamment la mise en place, qui est important pour nous, nous avons mis en 2009 en place un régime de mutuelle, de santé, donc pour toute la branche. C'est-à-dire que notre profession, nous avons, on n'a pas attendu l'ANI et tout ça, nous avons mis en place tous ces régimes-là et tout un tas de choses. Donc je crois que si vous voulez, là-dessus, on a très mal communiqué. Par ailleurs, je voudrais quand même rappeler aussi une chose, c'est que nous, ce que nous demandions dans cette affaire, c'était une équité fiscale. Il était anormal qu'un type de restauration qui emploie moins de salariés bénéficie d'une TVA à un taux qui à l'époque était réduit de 5,5, alors que nous-mêmes, nous sommes plus que pourvoyeurs d'emploi, et nous avions une TVA à 19,6. C'était ça, si vous voulez, encore une fois, ça a été mal expliqué, donc tact et tout ça. On a été très mauvais dans notre communication, je le dis, on a été très mauvais, et je l'ai abordé tout à l'heure. Ça pèse encore sur l'image que les Français, en quelque sorte, comme on l'a entendu, ils ont pris l'argent pour mettre de l'essence dans leur 4x4 et dans leur Mercedes et tout. Mais ok, j'ai tout entendu. Tout. Je vous dis simplement, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Et puis, ça a permis aussi, parce qu'il fallait le dire, mais on ne l'a pas dit, ça a permis aussi de remettre les compteurs, je dirais, à l'équilibre pour un certain nombre de restaurateurs qui ne s'en sortaient pas, parce qu'ils avaient une prestation, ils utilisaient les produits, ils avaient de la manœuvre
qui finalement leur coûtait beaucoup plus cher que ce qu'ils pouvaient vendre. Voilà le problème. Oui, vous avez beaucoup parlé de la table, de l'assiette. Vous avez cité le vin. Pour moi, il y a un sujet, c'est le rapport qualité-prix aujourd'hui des restaurants, et notamment les coefficients qui sont appliqués sur le vin, qui sont, on va dire, sur les premiers prix de vin, qui vont plutôt être de 5 à 7 quand on parle souvent de 4. On va en Espagne, en Italie, le vin coûte au restaurant le même prix qu'il coûte au supermarché. Est-ce que vous ne pensez pas que là, s'il y a une volonté de reconquérir de la clientèle dans les restaurants, il y a un vrai sujet de sensibilisation? Avec les prix qui sortent à la propriété, à l'heure actuelle, il va faire quelque chose. Hein. Dans certains cas, comme on peut aller à Bordeaux, c'est certain qu'il y a une augmentation en 15 ans. Il y a eu un chef qui a essayé de faire le vin à prix coûtant, c'était François Clair, qui a ouvert des bistrots où le vin était à prix coûtant et on payait, il faisait son prix sur la cuisine, mais il a échoué. Et il est le seul à avoir essayé, je crois. Et ça il a tout fermé. Le modèle économique dans les autres pays de l'entreprise n'est pas le même. C'est-à-dire que le restaurateur, là où il va gagner sur la bouteille de vin, c'est parce que sur un plat, si vous avez payé un type de plat ou un type de prestation, vous ne pourriez pas le prendre. Surtout qu'on comprenons bien qu'on demande du fait maison, mais le fait maison implique de la masse salariale, et la masse salariale en France est considérable. Et on ne parle pas de suppléments. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a les 35 heures. C'est parce que l'erreur qui a été commise à l'époque, c'est que nous avons équilibré nos comptes en passant effectivement des coefs importants sur le vin et en ne vendant pas au juste prix la nourriture. Et le modèle économique que nous avions construit, il était comme ça. Si bien que aujourd'hui, il faudrait vendre plus cher le plat, et effectivement peut-être vendre moins cher le vin. Après, vous avez cité l'Espagne notamment, et je vais vous dire, il y a une raison fiscale aussi. La TVA est la même sur la nourriture, le solide, que sur le liquide. Donc vous payez votre repas en Espagne, il est avec une TVA service aujourd'hui, que ce soit pour l'alcool ou pour le vin. C'est 500 € le SMIC en Espagne aussi. Pardon, c'est 500 € le SMIC. Oui, alors c'est vrai. Le salaire. Le salaire. Il y a un sujet intéressant qu'a adressé Eric très rapidement, c'est le prix des vins à la propriété. C'est vrai que pour nous, c'est un énorme problème. Aujourd'hui, les vins à la propriété sortent très cher. Quand André, vous parlez de la cave, vous êtes garant d'une des plus belles caves du monde, qui a quasiment, allez, on va dire un siècle d'histoire. On a vu en l'espace d'une trentaine d'années une inflation considérable liée à l'ouverture du marché mondial. C'est certain que là, on a fait rentrer les 2009. Alors bien sûr, c'est des vins très très chers. C'est pas celui que vous avez parlé, parce que la FIT 2009, bien sûr. Bon, d'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les vendre, à quel prix on va les vendre. Ça, c'est un vrai problème. Mais on en vend toujours au Georges V, mais beaucoup moins avant. Et pour les vins pas chers, c'est ça. C'est le fait de dire, est-ce que... Moi, je me suis très vite, avec Guy Calvez, on s'est dit qu'il fallait avoir au moins une soixantaine de vins qui soient entre 45 et 60 € au sein, voilà, pour avoir un prix d'appel. Des vins de Loire, des vins du Jura, il y a le choix quand même. Que personne ne connaît. L'inflation que votre exemple est très bien. Vous êtes dans un 3 étoiles, vous parlez de vins entre 45 et 60 €. Aujourd'hui, vous allez dans un bistrot de quartier, le ticket d'entrée du vin, il est très vite à 30-35. C'était ça mon point. Et sur des vins à la propriété qui sont à 5 à 6 €. Donc là, je pense que vous avez résumé le point. Il y a peut-être un problème de valorisation, mais du coup, quand vous parlez des restaurateurs, les ventes de vin, elles s'effondrent. Oui, bah oui. Donc de toute façon, les ventes de vin, la consommation de vin, c'est pas forcément. En plus, c'est pas lié au prix. Non, mais enfin, ça n'arrange rien. Non, c'est pas que lié au prix. Oui, ça participe, bien sûr. Mais ça consomme moins quand même. Globalement, on est sur un pays mature de consommation, on consomme un peu moins. J'ai jamais vu autant de personnes boire de l'eau. Je vends des vins au verre. Voilà, ça change, ça monte moins de changer. On vend plus d'apéritif qui avait un rôle, l'apéritif. Alors, on arrive lentement mais sûrement à 10 heures. Je vais laisser Jean-Robert terminer un petit peu, nous parler un petit peu des cités de la gastronomie, parce que c'est un événement très important. Justement, une question sur les cités de la gastronomie, parce qu'on a parlé pendant cette table ronde de beaucoup d'organisations, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'incohérences et d'inefficacité. Donc on voit maintenant une nouvelle initiative, de la gastronomie, quelles sont ses ambitions et comment allez mesurer le succès en fait de cette nouvelle Non, très brièvement, donc la Cité de la gastronomie, c'est un engagement de la France, donc mon association qui s'appelle la Mission française du patrimoine et culture alimentaire a suggéré au gouvernement, et ça a été inscrit dans la demande adressée à l'UNESCO,
de reconnaissance du repas gastronomique français au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est un engagement qui a été pris en 2010 et qui ensuite est tombé un peu dans l'oubli, bien qu'on ait tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, et Catherine vous a aidé auprès de l'Élysée, auprès des différents ministres du gouvernement précédent et du gouvernement actuel. Finalement, donc, juste avant le début de la période électorale de 2011, on a donc pris, 2012, pardon, on a donc pris l'initiative, l'association, de lancer un appel d'offres, parce qu'on avait beaucoup de contacts avec des villes, en disant donnez-nous un projet si vous avez envie d'être cité de la gastronomie. Et on a reçu 6 projets, donc finalement un a jeté l'éponge avant l'audition, la veille de l'audition, qui est la ville de Versailles, et on a finalement, alors on espérait, on a réuni un jury, on espérait retenir une ville qui aurait pu accueillir cet équipement, qui est un équipement un peu comme la Cité des Sciences, destiné à montrer les différentes facettes de la gastronomie française sous leur meilleur jour et à destination de tout public, des enfants jusqu'au 3e âge, des Français, des étrangers, des gens très cultivés connaissant bien la gastronomie, des gens ne connaissant rien du tout, et un lieu qui soit à la fois destiné à comprendre, à trouver du plaisir, mais aussi à essayer, à goûter, à transmettre cet élément du patrimoine, donc à redonner le goût de la gastronomie aux Français et à promouvoir aussi la gastronomie en direction des étrangers. Aucune ville n'a présenté un projet éblouissant. Nous avions été nous-mêmes candidats auparavant pour occuper l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, quand il y a eu un appel d'offres, et on a été auditionnés. On n'a pas été retenu, c'est finalement le Louvre qui a été retenu, et le Louvre maintenant n'en veut plus, donc il y a toujours l'hôtel de la Marine qui reste à prendre, et je continue à penser que ce serait un magnifique projet, mais il aurait fallu, si la ville de Paris avait dit oui, ça nous intéresse, je pense qu'on pouvait passer, mais la ville de Paris ne voulait absolument pas, s'en fichait complètement. La région Île-de-France s'en fichait complètement, donc voilà, on a trop d'équipements culturels à gérer, alors que c'était là une vitrine extraordinaire sur une place de la Concorde dont les autres bâtiments appartiennent à des puissances étrangères, pas forcément tournées vers la gastronomie, je pense au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, ou l'Automobile Club qui n'est pas non plus un haut lieu de la gastronomie française. Bon, donc finalement, aucune ville, les 5 villes qui ont présenté les dossiers étaient donc Lyon, Beaune, Dijon, Tours et Rungis, enfin les communes autour de Rungis et le département du Val-de-Marne. Aucun des dossiers n'était suffisamment éblouissant pour qu'on le choisisse seul. Donc on a réfléchi, on a discuté beaucoup avec le gouvernement actuel, et en particulier le ministère de l'Agriculture et le ministère délégué à l'agroalimentaire, dont je dois dire qu'ils ont été plutôt réactifs et très à l'écoute, alors que le ministère de l'Agriculture, c'est vraiment un reculon. Mais finalement, donc, on a choisi la solution du réseau, c'est-à-dire on a retenu 4 des 5 dossiers, 3 d'abord, et puis Lyon a réussi à raccrocher son wagon parce qu'il a amélioré le projet. Le projet de Lyon était au départ minuscule, il n'y avait rien. Moi j'ai dit une chambre de bonne, ça ne m'a pas valu beaucoup d'amis à la municipalité de Lyon, là depuis ça va mieux. Donc on a 4 villes en réseau qui sont Paris-Rungis, Tours, Dijon et Lyon. Et Beaune avait un projet qui malheureusement n'était pas tout à fait, n'était même pas du tout à la hauteur, il n'avait aucun aspect financier. Donc voilà, il y a 2 très beaux lieux qui sont l'ancien hôpital de Dijon, tout près de la gare TGV, et l'ancien hôpital de Lyon, le sublime hôpital de Lyon, au bord du Rhône. Donc c'est 2 lieux magiques dans lesquels il y a d'autres projets d'ailleurs, en particulier pour ce qui est de Lyon, il y aura un grand hôtel, il y aura d'autres, c'est immense, hein, mais c'est au cœur de Lyon, sur la place Bellecour d'un côté et sur le Rhône de l'autre. Donc et puis Lyon a une légitimité, donc ce sont de beaux projets. Le problème, c'est que actuellement, les maires ont plutôt en tête les élections municipales que le montage de nouveaux projets, parce qu'il faut faire passer la pilule des financements de tout ça. Et les impôts locaux ont beaucoup augmenté dans toutes ces villes. Mais ça devrait voir le jour, donc, dans les années à venir. Rungis sera le plus long à voir naître, alors qu'il y a là du financement et une vraie volonté et une légitimité, puisqu'il y a le plus grand marché alimentaire du monde, pratiquement, en tout cas d'Europe, qui est là à Rungis, et que si on veut mettre en valeur les produits comme la base de la gastronomie française, il faut vraiment parler des produits. Et donc il y a moyen de faire quelque chose de très très passionnant. Mais Tours devrait voir le jour assez vite, normalement, et les travaux commencent à Dijon et à Lyon, là, dans les mois qui viennent. Donc voilà, l'idée étant de dire aux gens, ben voilà, vous vous intéressez à la gastronomie, vous venez en France, et vous savez que la gastronomie c'est important, vous devez
absolument passer par l'une des cités de la gastronomie et vous verrez, vous apprendrez des choses, vous comprendrez des choses. Il y aura des expositions tournantes, il y aura des activités aussi, comment dire, on peut y organiser des fameux concours qu'on évoque, on peut se lier avec toutes les écoles de formation. Enfin, il y a moyen de mettre en valeur vraiment cet élément de notre patrimoine culturel, mais aussi, bien entendu, de notre patrimoine au sens économique du terme, puisque ça a été dit à plusieurs reprises, la gastronomie, c'est un élément majeur de notre culture, et le vin qui est en train, puisqu'on en a parlé aussi à plusieurs reprises, d'être condamné pratiquement par le ministère de la Santé, par les parlementaires. La loi Evin est quelque chose qui quand on explique à les étrangers que nous avons une loi qui s'appelle Evin, et vous savez c'est privatif en mer, il tombe à la renverse. Que la France, dont les exportations de vin représentent la valeur de 170 Airbus, que la France ait honte de ses vins, qu'un grand palais de la République vende une partie de sa cave, tu ne réponds pas, vende une partie de sa cave pour acheter des petits vins, parce que c'est quand même pas bien de servir des grands vins très chers, alors que l'empereur du Japon et le Premier ministre japonais offrent du Lafite Rothschild, du Dom Pérignon et du Montrachet au président de la République, ou le Premier ministre du Rivesal 53, puisque c'est l'année de naissance du président de la République et du Premier ministre japonais. Magnifique. Je trouve que c'est une honte de cacher nos richesses, de cacher nos vins, qui sont la plus belle pièce de la couronne française. Merci beaucoup à ce panel, merci à vous d'être venus. Merci à vous tous, j'ai senti beaucoup de passion. Encore une fois, la gastronomie française, c'est un sujet qui nous passionne beaucoup. Et j'espère que quand vous irez déjeuner, vous aurez l'impression d'avoir un petit peu appris sur le métier. Merci encore et excellente journée à vous tous.